invités après 20h. Bernard-Henri Lévy qui consacre un 4e film à la guerre en Ukraine. Un conflit qu'il documente depuis le début. Ce documentaire s'appelle Notre guerre. Il sera diffusé dimanche à 21h05 sur France 5. Dans un instant, Bernard-Henri Lévy, Luc Besson pour son film Dracula, L'œil de pierre, le PVPP de Mohamed. Émilie, au dîner de C'est à vous, un dîner préparé par, Guillaume Gallienne. Non, c'est David Gallienne qui est aux commandes des cuisines de C'est à vous et bien sûr les actualités de Bertrand. A tout de suite, on est en direct jusqu'à 21h. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À tout à l'heure pour le dîner de C'est à vous. C'est une guerre que le philosophe et essayiste Bernard-Henri Lévy documente depuis le début, depuis 2014 et l'annexion de la Crimée et plus encore depuis 2022, en racontant dans ses films le quotidien d'une guerre qui consume l'Ukraine au plus près des lignes de front où il s'est rendu à nouveau entre février et avril dernier avec son co-réalisateur Marc Roussel. Long day. Oh, there it is. Glad to meet you again. Accent. Notre guerre, le 4e film de Bernard-Henri Lévy sur le premier conflit de grande ampleur en terre européenne depuis 1945, sera diffusé dimanche sur France 5 à 21h05. Bernard-Henri Lévy est ce soir notre invité. Bonsoir, cher Bernard-Henri Lévy. Merci de votre présence à l'occasion de ce nouveau film qui prolonge les précédents. C'est la suite du carnet de bord de guerre que vous tenez sans relâche depuis le début. Parce que depuis que cette guerre a commencé, vous avez du mal à penser à autre chose. Oui, parce que, comme le dit le titre du film, je crois que c'est notre guerre. Je crois que nos valeurs, les choses auxquelles nous croyons, les droits de l'homme, la démocratie, l'aspiration à la liberté, c'est ça qui se joue en Ukraine. C'est ça que défendent les combattants ukrainiens, dont j'ai partagé un peu la vie depuis tous ces mois. Vous dites, je me sens comme requis. Oui, parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas toujours. Ils ont l'impression que c'est une guerre lointaine, qui nous regarde à peine. Et c'est vrai que je me sens requis de témoigner, d'expliquer. J'ai la chance, par ailleurs, j'ai le privilège d'avoir la confiance des Ukrainiens. Je crois du président Zelensky, du commandement, des commandants de terrain. Et donc, ils m'offrent des choses, des accès extraordinaires. Donc, quand on a cette chance-là, on est requis, je crois, d'en profiter et d'en faire quelque chose et de témoigner. Vous témoignez de cette épreuve qui dure depuis 3 ans, mais vous faites à chaque fois que vous y allez le même constat. Le moral est très haut. Ça devient même une sorte de running gag entre vous et le commandant en chef des armées ukrainiennes. Oui, absolument. C'est devenu, parce qu'il y a plusieurs rencontres avec lui au cours du film. Là encore, grande chance que j'ai, parce qu'il voit très peu de journalistes. Et quoi qu'on dise en France, j'entends en France les gens dire les Ukrainiens sont démobilisés, ils en ont assez, il y a des difficultés de recrutement, il y a des désertions et ainsi de suite. Lui me dit l'inverse, le moral est haut. Mais par ailleurs, moi, je le constate. C'est-à-dire que je vois bien, j'ai partagé avec Marc Roussel, mon co-réalisateur, et avec Gilles Herzog, on a passé du temps dans les tranchées, sur des premières lignes, et on a vu, c'est des hommes admirés, et des femmes. Regardez cette jeune femme qu'on voit à l'instant, qui s'appelle Oksana. C'est une commandante d'unité. Elle était poétesse avant la guerre, écrivaine et poétesse. Commandante d'unité, 22 ans, brigade d'assaut, droniste, elle est incroyable. Donc, une jeune femme comme ça, Oksana Rubaniak, pour moi, voilà, elle incarne les valeurs de résistance, les valeurs que moi j'ai appris, comme je crois nous tous ici, à chérir, et elle les incarne avec une vaillance incroyable. Oksana, d'ailleurs, qu'on peut entendre, parce que vous l'avez dit, elle écrit des poèmes, en plus de tout ça. Lots of poetry, right?
У мене дві крайні – це дорога життя, це крайня, і це дорога життя, а перед цим була назустріч смерті. Mais ce n'est pas tout. Comme je me propose de la publier en France, elle m'apprend qu'elle avait un fiancé qui était lui aussi poète. До речі, запитайте його, чи можу я надіслати йому вірші мого загиблого нареченого, щоб він там публікував себе, а не свої вірші. Oui, c'est ça, il y a Oksana que vous admirez profondément, on l'a compris, mais Oksana qui formait un couple avec cet autre jeune soldat, Maxime, 30 ans, qui était mort quelques semaines avant. Quelques semaines plus tôt, trois semaines plus tôt, il était mort au combat. Et en effet, quand il y a ce moment qui m'émeut encore aujourd'hui, je lui propose de la publier en France, elle me dit non, publiez mon fiancé. Et elle me raconte l'histoire de son fiancé, poète aussi. Et évidemment, je fais le serment et je prends la décision, et je suis en train de le faire, de les publier tous les deux. Voilà, un exemple comme celui-là, vous voyez, ce couple de poètes et de combattants qui ne savent pas s'ils seront encore vivants demain, c'est une enfant, quoi. Elle a 22 ans. Je trouve que c'est un exemple, voilà, dans une Europe qui parfois croit moins à elle-même, qui porte moins haut peut-être l'étendard de ces grandes valeurs. Ces gens nous donnent une leçon de courage que je trouve bouleversante. Comme leur président, le président Zelensky, donne une leçon de courage, vous le comparez à un héros, et vous constatez qu'il rajeunit au fil des années d'épreuve. Exact, oui. Il rajeunit parce que c'est quelque chose de très étrange. Il a été, je le connais depuis longtemps, je le connais depuis avant la guerre, avant son élection même. Je l'ai rencontré avant son élection. Et tout le monde le prenait en gros pour Coluche. Et puis, il se retrouve du jour au lendemain dans la peau de Winston Churchill. Et ce passage de Coluche à Churchill, je pense qu'il ne l'aurait jamais imaginé, sauf d'ailleurs dans son travail de comédien. C'est une autre histoire. Et puis, il a endossé ce costume, il est devenu plus grand que lui-même, et il se passe ce qui s'est passé ailleurs, en France, les héros de la Résistance, qui du jour au lendemain sont devenus plus grands qu'eux-mêmes. Et dans ces cas-là, il y a quelque chose qui se passe dans un visage, dans une âme, dans un corps, et Volodymyr Zelensky, il incarne quelque chose de très grand, voilà, et ça se voit. Dans ce film, vous le rencontrez à 3 reprises. La première fois, c'est à la veille de son départ pour Washington. On est en février, et la rencontre avec Donald Trump, qui, on s'en souvient, a viré au clash historique en direct. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Vous étiez aux côtés de soldats qui, comme vous, ont découvert stupéfaits cet échange surréaliste. Vous montrez leur stupeur, mais vous avez fait le choix de ne pas montrer leurs larmes parce qu'ils en pleuraient. Ils m'ont demandé de ne pas montrer cela, exactement. Donc ils ont pleuré parce qu'ils ont été absolument abasourdis par la violence de cet homme, par sa vulgarité, par cette façon de... vous n'avez pas les cartes en main, et admirable réplique de Zelensky, comme d'habitude, je ne joue pas aux cartes, je fais la guerre. Donc, bien sûr que ces hommes qui sont des durs à cuire, que je venais d'accompagner quelques jours plus tôt, on était à Pokrovsk, qui est l'endroit le plus chaud du front, là, ils ont pleuré. Et pourtant, ils vous disent, mais c'est pas grave, on se débrouillera sans l'aide américaine s'il le faut. Ils ont déjà commencé à le faire. Oui, ce que je crois, mon film, notre film, Marc Roussel et moi, et toute mon équipe, ce que le film démontre, c'est que à différentes reprises, à bien des égards, par exemple les drones, les Ukrainiens sont quasi autosuffisants. Et il y a une industrie de guerre ukrainienne qui, je peux vous dire, est probablement l'une des meilleures d'Europe, et une armée
qui est l'une des meilleures du monde. Alors, il y a une chose pour laquelle, en effet, les Américains restent indispensables, c'est le renseignement. Sans le renseignement américain, je crois que les Ukrainiens sont encore aveugles. Mais les armes, ils les fabriquent, oui, de plus en plus. Pas suffisamment. Et s'il n'y a pas... Si l'aide américaine, ça c'est ce que me dit dans un de ses entretiens le président Zelensky, si l'aide américaine et européenne venait à cesser, là, d'abord, ça coûterait des morts, et puis ça prendrait du temps, et puis la guerre s'éterniserait. On vous voit aussi rencontrer Emmanuel Macron lorsqu'il a reçu Volodymyr Zelensky, c'était en mars dernier. Est-ce que le président de la République française partage votre intime conviction que l'Ukraine va finir par gagner cette guerre ? Écoutez, il l'a dit il y a 1 an ou 1 an et demi. Il a été le premier à le dire. Je me souviens de cette phrase. L'Ukraine doit et peut gagner. Donc je pense qu'il en a ce sentiment. Et moi, c'est ce que je pense. Hein. Les gens me demandent souvent, à chacun de mes retours, mais alors comment ça va se finir ? Ce dont je suis convaincu, c'est que les Ukrainiens, si on leur donne le minimum dont ils ont besoin, gagneront cette guerre. Voilà. Alors, là encore, il y a du bourrage. On nous raconte que les Russes avancent. En vérité, leurs avancées sont minuscules et non significatives. Les Ukrainiens gagneront cette guerre. Je le pense aujourd'hui plus que jamais. Dans ce documentaire, vous mettez aussi en lumière un sujet peu médiatisé de cette guerre, le kidnapping d'enfants ukrainiens par les Russes. Depuis 2022, 20 000 mineurs auraient été enlevés selon la police ukrainienne, et cela pourrait même être beaucoup plus sur les conseils de Volodymyr Zelensky. Vous vous êtes rendu dans un centre qui recueille ces enfants enlevés par les Russes, qui ont pu être sauvés par des filières secrètes de sauveteurs ukrainiens et de Just. Мама не знала, папа также не знали, они подумали, я ушел просто с дома и все. Но потом, через время, я им сказал, что вот ко мне домой так вот приехали, сказали собрать вещи, и в итоге я оказался в Крыму. Они были в шоке, они были ошарашены, потому что меня украли, приехали, забрали, не сказав никому, никакие бумажки не подписывали. Comme ce garçon aujourd'hui, 1236 enfants ukrainiens ont pu regagner leur pays. En Russie, ces enfants vivent une russification. On leur lave le cerveau, on leur demande même de devenir des soldats pour l'armée de Poutine. Comme faisait autrefois Daesh, l'État islamique, avec les enfants kurdes ou les enfants yézidis. Il les transformait en lionceaux du califat et il les envoyait combattre leur propre famille. C'est ce que fait Poutine. Poutine, là, se conduit comme l'État islamique à Mossoul et à Raqqa. Et c'est, pour moi, le scandale ignoré de cette guerre. On sait beaucoup de choses sur cette guerre. Elle est horrible, bien évidemment. Il y a un scandale, une horreur, qui est, je pense, très peu connue. C'est celle-là. Et c'est mon dernier entretien avec le président Zelensky, dans son bunker. Il me raconte ça. Et moi qui connais un peu le terrain, qui suis allé souvent en Ukraine, j'étais moi-même abasourdi par les précisions qu'il me donne. Et je vous signale d'ailleurs que vos confrères de l'Express ont lancé aujourd'hui un appel que nous avons écrit avec Salman Rushdie, avec Charlotte Gainsbourg, avec Sting, avec Sean Penn et quelques autres, pour le retour des enfants. Bring the kids back. Ramener les enfants. Voilà Charlotte Gainsbourg. Et c'est un appel qui est ouvert et j'invite vraiment vos téléspectateurs sur le site de l'Express à signer cet appel, c'est à être très nombreux à s'indigner de ça. Ce sont des enfants otages. Vous avez là. Et le chiffre que donne Zelensky, 20 000, c'est les noms documentés. Mais il est évidemment, comme vous le disiez, beaucoup plus élevé que cela. Ce documentaire, il sera diffusé dimanche sur France 5, mais vous l'avez présenté au Congrès américain. Des droits viennent d'être acquis par un grand distributeur américain, et c'est ce que souhaite Volodymyr Zelensky, qu'il soit vu par le plus grand nombre, et particulièrement aux États-Unis. Ça se joue aussi là-bas, aux États-Unis. Ça se joue bien sûr aussi là-bas. Mais ça se joue aussi en France. Vous savez, je crois que on n'a pas toujours des raisons d'être fier de son pays. Il y en a tout de même certaines. Et l'allié le plus solide de l'Ukraine,
Aujourd'hui, c'est la France. Moi, j'ai vu les canons César, j'ai vu à Pokrovsk la ligne de front face aux Russes, là où les Ukrainiens étaient partis pour prendre la région de Koursk. Il y a 10 canons César qui sont en position, dont aucun n'a été détruit. Et ça, c'est une livraison de la France. Donc, il y a les États-Unis, il y a la France. Et il y a en effet cette attitude de Donald Trump, cette façon de renvoyer dos à dos les Russes et les Ukrainiens, cette façon de les traiter comme si c'était des gamins dans une cour d'école, comme il fait d'ailleurs entre les Israéliens et les Iraniens. Voilà, le film au Congrès des États-Unis, devant les sénateurs, les représentants qui l'ont vu. J'ai essayé d'expliquer à ceux d'entre eux qui ont encore de la mémoire et qui se souviennent de Ronald Reagan et de John McCain que la position de Trump était indigne de la grande Amérique. Notre guerre, c'est dimanche à 21h05 sur France 5. Merci Bernard-Henri Lévy d'être venu nous en parler ce soir. Merci à France 5 de le montrer à cette heure de grande écoute. C'est une guerre qui tente à devenir une guerre oubliée, et ça me brise le cœur, et que la chaîne ait pris cette initiative est pour les Ukrainiens, je peux vous dire, c'est une nouvelle immense. L'œil de Pierre. Tout à fait autre chose, mais ça va vous toucher quand même, Bernard-Henri. J'imagine des jeunes filles et des jeunes gens entre 10 et 20 ans, seuls ou avec leurs parents, ils décident ce soir d'aller au cinéma et ils vont voir, qui sort aujourd'hui, la version restaurée d'un film qui a 100 ans tout rond, La Ruée vers l'or de Charlie Chaplin. La Ruée vers l'or, donc restaurée en 4K, comme on dit, et puis c'est drôlement beau, c'est depuis aujourd'hui en salle, ça a 100 ans et ça peut d'un coup, que vous ayez 10 ou 20 ans, vous faire aimer à jamais le cinéma à l'écran et le noir et blanc. Du coup, à tous les âges, même si 10 c'est sans doute un peu jeune, on peut aller voir ou revoir en salle, sorti aujourd'hui, un chef-d'œuvre réalisé par Orson Welles en 1958, La Soif du mal, tiré d'un bouquin génial à lire aussi de Whit Masterstone. C'est Charlton Heston qui joue le rôle principal, marié à Janet Leigh, qui aurait suggéré Orson Welles pour le réaliser. Welles y joue un méchant, et il a ouvert le film par un plan séquence d'anthologie de plus de 3 minutes. Ça vous parle, évidemment. Et quel casting dans ce film. Souvent moqué quand il s'est mêlé de politique, on aime bien Charlton Heston quand il parle de son métier. Dans le film, il y a aussi Marlène Dietrich qui a 2 scènes où elle tient un bordel au Mexique. Elle a tourné en une nuit, gratuit, pour Orson Welles. Regardez-les tous les deux. You've been cooking at this hour? Just cleaning up. Oh. Have you forgotten your old friend? I told you we were closed. I'm Hank Quinlan. I didn't recognize you. You should lay out those candy bars. La soif du mal ne vous rassurera pas sur la nature humaine, cher Bernard-Henri, mais vous convainc d'aller au cinéma tous les jours, mais vous étiez déjà convaincu. Ce que disait Orson Welles tout à l'heure était absolument génial. Ah oui. Sur le rôle du rythme et de la musique, c'est vrai du cinéma, c'est vrai de la littérature. Verlaine, de la musique avant toute chose. Et voilà. Et ça pourrait être du Orson Welles. Bravo. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci. C'est un classique de la littérature, devenu un classique du cinéma, adapté plus d'une trentaine de fois, le mythe de Dracula revisité en 2025 par un réalisateur qui a marqué l'histoire du cinéma français, Le Grand Bleu, Léon, Nikita, la franchise Taxi, Le Cinquième Élément, Lucie, autant de films qui ont également imposé le Made in France partout dans le monde. Là encore, son Dracula en salle le 30 juillet prochain, fort du plus gros budget d'un film français de l'année, va tenir la dragée haute à tous les blockbusters américains de l'été. Merci Bernard.